Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, je suis Arthur. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dette, nous allons parler de l'endettement. Si vous vivez au Canada ou si vous venez d'arriver au Canada, c'est un sujet que beaucoup de personnes, surtout les personnes qui viennent d'arriver, souffrent du problème d'endettement, mais ne parviennent pas à parler parce que ils sont arrivés, ils sont tombés dans le piège, comme quand on les a dit, il y a l'argent facile, il y a l'argent gratuit, tu vas arriver au Canada, on va te donner une carte de crédit que tu peux utiliser, mais ils n'ont pas compris que rien n'est gratuit sur cette terre. Alors, dans cette vidéo, qui est la deuxième de la série de vidéos que j'ai commencé à publier la semaine passée, et dans cette série de vidéos, j'ai intitulé cette série de vidéos les 4 piliers pour réussir financièrement ton immigration au Canada. Dans la précédente vidéo, je vais mettre le lien en dessous. J'ai parlé du système bancaire canadien. J'ai expliqué comment le système bancaire canadien fonctionne. J'avais parlé également des comptes bancaires, des modes de paiement, quel type de compte choisir si vous venez d'arriver ou si vous êtes là. J'ai donné des avantages, des cartes de crédit. Bref, je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour aller regarder cette vidéo-là. Cette vidéo, qui est la deuxième, on va parler de l'endettement. Ok? Nous allons parler de l'endettement. Et quels sont les points que nous allons couvrir exactement dans cette vidéo? Dans un premier temps, nous allons parler de la notion de bonne dette et de mauvaise dette. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Certaines personnes le savent, peut-être d'autres ne le savent pas. Je vais expliquer. On va parler de la notion de l'origine de la dette. Pourquoi la dette? Nous allons parler des notions de ratio d'endettement. Et par la suite, également aborder quelques notions de type d'endettement. Et je vais vous donner quelques conseils, je dis bien quelques conseils pour éliminer ou pour réduire, n'est-ce pas, votre dette si vous êtes dans cette situation. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire, on dit souvent en anglais, un disclaimer, ok? Je ne suis pas conseiller financier, ok? Je ne suis pas conseiller financier. Si vous êtes aujourd'hui endetté et que vous n'arrivez pas à éliminer cette dette, il y a des structures qui aident des personnes endettées à se débarrasser de cette dette. Je vais donner quelques solutions ici, mais pour les mettre en application, je vous conseille vivement de vous rapprocher de cette structure. Vous pouvez également partir dans une banque. C'est souvent un peu compliqué parce que les banques, entre elles, ce sont des... Chacun cherche des clients. Ok, je vais vous expliquer. Mais si vous êtes endetté, il y a des structures qui s'occupent de ce genre de situation. Ok, vous pouvez m'écrire. Je vais vous donner parce que là, je n'ai pas les noms qui me viennent en l'esprit pour vous donner des noms, mais il y a des structures qui s'occupent lorsque vous êtes endetté, vous avez un mauvais score de crédit, etc., etc. Donc, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience, ok? Je n'ai jamais été endetté parce que lorsque je suis arrivé, j'ai compris la game et je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de dépenser, ok? Je me fais parfois plaisir, mais pas au point où d'arriver où je suis endetté jusqu'au cou, ok? C'est basé sur les formations que j'ai suivies, des leçons que j'ai tirées des personnes qui ont été endettées, parce que parfois dans les formations, les gens partagent leur expérience, je bénéficie de cette expérience aussi, et aussi en lisant beaucoup de livres, ok? En lisant beaucoup de livres sur les finances personnelles. Tout ce que je vais vous partager, c'est un résumé de tout ça dans cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier point. C'est quoi la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette? C'est quoi la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette, ok? Les mauvaises dettes, ce sont des dettes qui ne t'enrichissent pas. Les mauvaises dettes, ce sont des dettes qui ne t'enrichissent pas. C'est-à-dire, les mauvaises dettes, ce sont des dettes que tu vas à la banque. Les mauvaises dettes, ce sont des dettes que tu contactes, mais qui ne te ramènent pas de l'argent à la fin du mois. Par exemple, si vous allez à la banque, vous prenez un crédit, vous prenez une dette pour vous acheter, par exemple, télévision, vous achetez des meubles dans votre maison, vous achetez des chaussures, vous achetez des vêtements, vous achetez une voiture. Bien sûr, pour la voiture, je mets une parenthèse parce que si vous achetez une voiture, par exemple, pour faire du taxi, ça devient autre chose. Mais si vous achetez uniquement usage personnel, c'est une mauvaise dette parce que ça va faire sortir de l'argent dans vos poches. Ici au Canada, par exemple, il y a, lorsque vous allez dans des centres commerciaux, par exemple, acheter des meubles pour équiper votre maison, il y a la possibilité que vous prenez le meuble à crédit, vous avancez une petite somme, parfois vous n'avancez rien. On vous dit par exemple, ok, ce meuble ou bien ce frigidaire coûte peut-être 500 $, ok? Ça coûte 500 $ et pour prendre, vous devez avancer, vous avancez sur place 30 $ et le reste vous sera facturé chaque mois, c'est-à-dire ça sera débité de votre compte chaque mois. On peut par exemple dire, ok, chaque mois on va vous couper 20 $ pendant 2 ans. Par exemple, c'est un exemple que je prends, ok?
Lorsque les gens arrivent devant cette situation, on facilite le paiement, on vous donne accès. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui a fait tes calculs, tu vas prendre des choses à gauche, à droite et tu vas te retrouver à la fin du mois que le magasin X débite de l'argent dans ton compte, le magasin de chaussures débite de l'argent dans ton compte, le magasin des meubles débite le magasin, ainsi de suite. Et tu vas te retrouver à la fin du mois. Si tu n'as pas bien fait tes calculs, si tu as juste acheté parce que tu voulais te faire plaisir, tu vas te retrouver, n'est-ce pas, à dépenser de l'argent, peut-être pour des choses dont tu n'avais vraiment pas besoin. Or, quand tu mets un frigo sur toi, oui, ça t'aide. Quand tu achètes, ça t'aide, mais en mauvaise dette dans le sens où ça ne te ramène pas de l'argent à la fin de à chaque mois. Maintenant, une bonne dette. Une bonne dette, c'est une dette que tu contractes, qui te permet de faire un investissement, de faire une affaire, et cette affaire-là te ramène, n'est-ce pas, un montant supérieur au remboursement de ta dette. Je répète encore. Une bonne dette, c'est une dette qui te ramène de l'argent à la fin de chaque mois. Tu empruntes de l'argent, tu mets dans une affaire, tu achètes un actif et cet actif-là te ramène de l'argent. En plus de rembourser la dette, ça te ramène un surplus. Je vais aller sur le tableau pour vous prendre un ou deux exemples, ok, pour vous expliquer c'est quoi une bonne dette. Alors, je prends un exemple ici. Je parle ici d'une bonne dette, ok. Vous prenez un emprunt à la banque. Je prends des chiffres ronds, vous prenez 1000 $. Ok. À un taux d'intérêt, je ne sais pas trop, je vais prendre 10%. Ça, je prends vraiment des choses très grossières. 10%. Ok, je prends vraiment. Ça veut dire qu'à la fin du mois, admettons que vous allez rembourser 10%, ça va vous faire à peu près 100 $ chaque mois que vous allez rembourser pour votre dette. Vraiment, je n'entre pas dans les précisions. Je suis vraiment très grossier. Ça, c'est le remboursement que vous allez faire chaque mois. Le remboursement. Admettons, vous prenez 5000 $, vous investissez, je ne sais pas, vous achetez un article, vous revendez, je sais pas, vous investissez, vous mettez dans un actif, ok, vous faites une affaire avec, et cette affaire, chaque mois, vous ramène 150 $. Vous mettez dans une affaire, je ne sais pas trop, un business, ça vous rapporte chaque mois, disons, 150 $. Ok, vous voyez que moins les 100 $, chaque mois, il va rester 50 $ net dans vos poches. Ok, il va rester 50 $ net dans vos poches. Par contre, lorsque vous contactez ces 1000 $, lorsque vous achetez plutôt un meuble avec pour équiper votre maison, ok, on s'entend bien, ce meuble-là ne doit pas vous rapporter 50 $. Ok, c'est pour cette raison que pour ceux qui lisent les ouvrages comme Père riche, Père pauvre, ok, toute la série de ces livres-là lui conseille d'axer, lorsqu'on est jeune ou bien peu importe, d'axer vos actions, prêter de l'argent, n'est-ce pas, et investir dans des affaires qui vont vous rapporter ce qu'on appelle un cash, le cash flow. Ok, moi j'ai compris ça en 2019 et je le fais. Moi par exemple, lorsque je tombe sur une bonne affaire, j'ai une carte de crédit. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la carte de crédit, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. À l'époque, j'avais une carte de crédit où j'avais une limite de 5000 $. Et ça, c'est une histoire que je raconte toujours. Pendant la Covid, ok, les gens avaient besoin des gants pour, on exigeait ça partout. Lorsque tu allais dans les hôpitaux, dans les supermarchés, on exigeait. J'ai trouvé un monsieur, une fois de plus, je prends les chiffres grossièrement. J'ai pris sur ma carte de crédit et il faut retenir que les cartes de crédit lorsque tu prends de l'argent sur ta carte de crédit, le taux d'intérêt c'est 19%. Pour être vrai, je vais prendre 20%. Ok, 20%. J'avais pris 2000 $. Parce que tu ne payes l'intérêt que sur la portion que tu as pris. J'avais pris 2000 $, j'ai acheté les gants. Ok, j'ai acheté les gants pour 2000 $. Et sachez ici que lorsque tu prends l'argent sur ta carte de crédit, ok, généralement tu as un délai de 21 jours pour rembourser. Si tu rembourses avant les 21 jours, tu ne payes pas les intérêts. Tu ne payes pas les intérêts. Mais si ça déborde les 21 jours, alors tu commences à payer 20% sur le montant que tu as pris. Moi, j'avais pris 2000 $, donc 20%, ça devait me faire quelque chose comme 40 $.
un truc comme ça, calculé. Donc j'ai acheté les gants que j'ai vendus en 2 semaines. Ok, j'ai vendu en 2 semaines, vous voyez, 21 jours, c'est à peu près 3 semaines. J'ai vendu en 2 semaines des gants. Ok, je me rappelle très bien du bénéfice que j'ai fait. J'ai acheté à $2000, j'ai vendu à près de $4000. Ok, j'ai vendu à près de $4000. Je ne vais pas entrer dans des détails. J'ai vendu à $4000. Je sais que j'achetais la boîte de 100 gants. J'ai acheté une boîte qui contenait 100 gants à $5 et je revendais ça à $60. Vous voyez à peu près la marge. Ok, vous calculez bien. J'avais fait à peu près 4000 et plus. Vous voyez que j'ai utilisé la dette pour faire, j'ai vendu, admettons que j'avais vendu à $4000. J'avais pris un prêt. Quand j'ai terminé, j'ai remboursé les $2000. Je n'ai pas payé d'intérêt et j'ai fait $2000 de profit. Ok, et j'ai fait $2000 de profit. C'est vrai, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque ici en le faisant, mais j'étais sûr du mouvement que je faisais parce que j'avais déjà analysé la demande. J'avais déjà des gens qui me demandaient. Donc, voilà la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Et je vous conseille aussi de commencer à penser à axer votre réflexion sur les bonnes dettes, c'est-à-dire prendre le crédit. Il y a des gens qui prennent le crédit, qui achètent des maisons. Je prends un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple ici. Mais cet exemple que je prends, je ne vous conseille pas de le faire. Mais j'aimerais simplement que vous sachiez que ça existe. Les gens le font. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit dont la limite, par exemple, c'est $20 000. Ok, ça c'est un cas pratique que j'ai vu quelqu'un faire. Il a une carte de crédit $20 000. Ok, il a acheté une maison. Il a trouvé une maison. La maison coûtait $100 000. Ok, $100 000. Et pour acheter $100 000, il lui fallait un apport de 5%. Ok, 5% d'apport. On s'entend bien, 5%, c'est 5 000. Je ne me trompe pas. Oui, 5%, ça fait $5 000. $5 000. 10%, c'est 10 000. Ok, 5%, c'est 5 000. Plus les frais de transaction, frais de notaire, frais et autres. Admettons qu'il devait dépenser à tout $7 000. Au total, $7 000. Ok. Donc, il a acheté cette maison. Il a dépensé $7 000 sur sa carte de crédit. Sa carte de crédit, on s'entend bien, c'est toujours 20% d'intérêt. Ok. Il a acheté cette maison à $100 000. Ok. Avec $100 000. Et 6 mois plus tard, il a revendu la maison à $150 000. Il a revendu la maison à $150 000. Il a payé 20% d'intérêt, ok, sur $7 000 pendant 6 mois. Et vous-même faites le calcul qui a été gagnant. Faites les calculs et vous voyez qu'il s'est en sorti avec un gros cash. Calculez 20% de $7 000 pendant 6 mois. Ok, si je fais un calcul rapide là, 20%, ça va faire à peu près 20% de $7 000, ça fait 1400 fois 6, ok, ça fait 8400. Il a payé l'intérêt 8400 pendant 6 mois et il a revendu la maison à $100 000, à $150 000. Lorsque vous faites moins $100 000, ça vous donne un gros cash de $50 000. Moins les 8400, vous-même vous faites la différence, ok? Voilà ce qu'il a gagné. Bien sûr, il y a l'impôt qu'il faut compter là-dessus, il y a l'impôt qu'il faut comptabiliser là-dessus. Ben, on parlera, n'est-ce pas, des impôts, comment l'imposition se passe au Canada. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc, voilà globalement ce que j'aimerais que vous compreniez sur la notion de bonne dette et de mauvaise dette. Donc, nous venons de terminer la partie sur les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Une fois de plus, je ne suis pas en train de dire ici qu'acheter les meubles, acheter tout ce que je viens de citer, les réfrigérateurs et tout, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Non, je ne dis pas que c'est mauvais.
Mais si vous avez un objectif financier, si vous voulez être par exemple libre financièrement, si vous voulez atteindre un certain niveau d'actifs, il y a des sacrifices que vous devez faire. Ok, c'est tout simplement ça le but. Si vous voulez acheter vos meubles, vous les achetez. Si vous ne voulez pas, chacun est nécessaire. Nous allons aborder maintenant la notion de l'origine de la dette. À quoi est due la dette? À quoi est due la dette? Selon mon expérience et selon mes observations, la dette est simplement due au fait que les gens ont plus d'envie que ce qu'ils ont réellement besoin. Je répète encore, les gens ont plus d'envie. Retenez bien le mot que j'utilise, des envies, que ce qu'ils ont réellement besoin. Les gens ont plus d'envie que ce qu'ils ont réellement besoin. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée dans L'homme le plus riche de Babylone. L'une des causes de l'endettement, c'est ce principe-là. Les gens ont beaucoup... L'être humain, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie. L'être humain, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Regardez, par exemple, lorsque vous allez... Moi, c'est quelque chose qui m'arrivait, surtout quand je venais d'arriver au Canada. Lorsque j'allais au supermarché, je disais, OK, je vais aller au supermarché, je vais aller faire mes courses, je vais dépenser $100. Parfois, je sortais du supermarché que j'ai dépensé $150. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive, je vois un article, j'ai dit, ça me plaît, et directement, il y a une partie du cerveau, certaines personnes ne se rendent pas compte, il y a cette partie du cerveau-là qui veut te faire la satisfaction immédiate. Il y a cette partie du cerveau, cette petite voix qui va te dire à toi, non, tu as besoin de ça pour faire ci. Tu vas, surtout chez les femmes, elle va voir un sac à main, elle va se dire, non, j'ai besoin de ce sac à main, je vais porter ça avec ma robe jaune. Vous comprenez ce que je vais dire? Directement, tu sors ta carte de crédit, tu l'achètes. Et tu fais comme ça, si tu fais tes courses 4 fois par mois, tu vas te voir en train de dépenser $200 supplémentaires que tu n'avais pas prévu. Et à la longue, tu vas te renculer. Si tu calcules ça sur un an, tu vas voir que tu as dépensé $2000 que tu n'aurais jamais dépensé si tu avais maîtrisé, n'est-ce pas, ce que tu as réellement besoin et tes envies. Je vous conseille de lire ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Vous allez comprendre les principes de désendettement. Il y a une histoire qu'on raconte là-dedans, un homme qui était très endetté. On a raconté le processus qu'il a mis en place pour se désendetter. Je vous conseille de lire ce livre. Donc, c'est dû à ça. Et l'autre élément aussi qui est à l'origine de la dette, c'est au Canada, nous sommes dans une société de consommation. Et on pousse les gens à consommer en masse. C'est une société que vous allez sur les réseaux sociaux, que vous allez sur, même dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de publicités qui, n'est-ce pas, poussent les gens à acheter. Par exemple, les facilités de paiement. Au Canada, avoir accès à un article, c'est très facile. Si vous avez un travail, vous avez un carte de crédit, vous avez un revenu, si vous voulez acheter n'importe quoi, on va vous donner des facilités de paiement. On va vous dire, par exemple, il y a souvent un mot qu'on utilise dans les publicités, apport minime et facilité de paiement. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, on va vous voulez par exemple un réfrigérateur, vous voulez par exemple un matelas, vous allez dans un supermarché, vous avez un travail, on prend vos informations, on prend vos cartes de crédit pour débiter chaque mois, ok, on dit, si tu ne fais pas l'avance, tu pars, c'est-à-dire lorsque tu donnes tes coordonnées, ton compte bancaire autre, on dit, ok, voilà l'article, tu prends, tu pars, et chaque mois, n'est-ce pas, on débite de ton compte. Et avec cette facilité de paiement, qu'est-ce que les gens pensent? Les gens pensent qu'ils ont accès à tout, ils prennent tout n'importe quoi, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'on va te dire, ok, ça va te prendre $30 chaque mois. Tu penses que $30 c'est petit. Mais si tu fais ça à 4 endroits, ça te fait déjà $120 chaque mois. Et le comble, c'est que les gens ne maîtrisent pas. Les gens ne maîtrisent pas. Les gens ne prennent pas le temps d'avoir un fichier dans lequel ils disent, ce mois, je vais dépenser. Si je dépense tel montant, si je déborde tel montant, je serai endetté. Les gens ne le font pas. Voilà deux causes de l'origine de la dette. Et la troisième cause de l'origine de la dette, c'est les gens ne maîtrisent pas les émotions. Les gens ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, cette émotion qui pousse à faire des achats compulsifs. L'achat compulsif, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué ça tantôt, tu arrives dans un supermarché. Ici, vraiment, je suis dans les cas pratiques. Tu arrives dans un supermarché, tu vois un article, tu te demandes, tu ne te poses pas la question, est-ce que j'ai réellement envie de cette, est-ce que j'ai réellement besoin? J'insiste là-dessus, il faut faire la différence entre envie et besoin. Ok, les envies sont toujours nombreux et vous ne pouvez pas les satisfaire. Si vous voulez satisfaire vos envies, vous n'allez jamais. L'homme, c'est un être qui a toujours des envies. Mais la bonne question que tu vas te poser, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Et les gens ne se posent pas des questions. Ils tombent sous l'achat compulsif, achètent n'importe quoi et arrivent à la maison parfois. Prenez par exemple l'exemple des femmes. Les femmes ont parfois dans leur garde-robe des robes qu'elles ne doivent jamais porter. Pourquoi? Parce qu'elles ont acheté sous le fait, n'est-ce pas, de l'achat compulsif. Ok? Donc, apprenez à maîtriser vos émotions. Apprenez à maîtriser vos émotions
Et le dernier point, l'origine de la dette, c'est que les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas éduqués, surtout lorsque tu vis au Canada. Si tu n'es pas éduqué financièrement, si tu ne comprends pas que le but de tous les gens qui t'entourent, tous les commerces, c'est de retirer l'argent dans tes poches, ben, tu vas te retrouver à donner l'argent aux autres. Par contre, toi, si tu ne mets pas un système également qui va te permettre de prendre de l'argent, par exemple, vendre un article, offrir un service, ben, tu vas donner l'argent à tout le monde et toi, tu n'auras rien en retour. Et plus tu donnes, rien n'entre, tu t'appauvris. Voilà de façon concrète, terre à terre, l'origine de la dette au niveau individuel. Parce qu'il y a la dette au niveau étatique, il y a la dette au niveau des entreprises. Moi, je parle de la dette au niveau des individus. OK? Maintenant, nous allons parler de la notion de ratio d'endettement. Nous allons aborder la notion de ratio d'endettement. C'est quoi un ratio d'endettement? Alors, un ratio d'endettement, c'est un critère que les banques, les institutions financières utilisent pour accorder ou pas le prêt à un individu. C'est un ratio que la plupart des banques, les institutions financières au Canada utilisent pour, n'est-ce pas, t'accorder un prêt ou pas. OK? Comment est-ce que le calcul du ratio d'endettement est très simple? Vous prenez d'une part vos revenus bruts et vous prenez la somme de vos dettes. OK? Des remboursements de vos dettes. Vous faites le ratio entre les deux, vous allez trouver un nombre, vous multipliez par 100. Je prends un exemple. Alors, j'espère que c'est visible. On va aborder la notion de ratio d'endettement. Ratio d'endettement. OK? Le ratio d'endettement, c'est simplement, je vais appeler ça R. C'est, n'est-ce pas, ici, le remboursement, tous les remboursements que vous avez à faire chaque mois. Remboursement de la dette que vous avez à faire chaque mois sur votre revenu. Parfois, on utilise le revenu brut, parfois, on utilise le revenu net. OK? C'est simplement ça. Admettons que vous avez contacté, vous avez un prêt sur vous avez pris une voiture que vous payez $100 chaque mois, le remboursement de la dette. Vous avez acheté un frigo, vous payez $50 chaque mois, remboursement de la dette. Je ne sais pas trop, vous avez pris, je ne sais pas trop, disons, vous avez payé une maison, vous payez par exemple $1000 chaque mois comme remboursement. Je prends des choses grossières et que à la fin de l'année, par exemple, vous avez un revenu annuel de $30 000. $30 000, OK? Ben, votre ratio d'endettement sera simplement la somme. Si je prends $100 plus 50 plus $1000 sur $30 000. Si on prend le revenu brut, ça sera ça. OK? Ça sera ça votre ratio d'endettement. OK? Je profite directement. On va parler des ratios d'endettement, n'est-ce pas, qui existent. Il y en a plusieurs. Mais je vais vous donner les 3 ratios que vous devez observer. Vous également, vous pouvez faire ces calculs. C'est un calcul trop simple. Vous connaissez, si vous avez des dettes, vous connaissez le remboursement que vous payez pour chaque dette chaque mois. Vous faites la somme, vous divisez par votre revenu brut. Si vous ne connaissez pas comment calculer votre revenu brut, la formule est simple. Admettons que vous touchez $20 à l'heure. OK? $20 à l'heure. Vous travaillez 40 heures par semaine. OK? Il y a combien de semaines dans l'année? 52 semaines. Vous faites ce calcul, vous allez trouver, dans le cas, si par exemple, je vais faire un calcul, vous allez voir comment vous calculez le revenu net. Le revenu brut, excusez-moi, fois 40, fois 52. Cet individu, un individu qui touche $20 à l'heure, a un revenu brut de 41 600 $ par an. Brut. Ça, c'est brut. Donc, voilà comment calculer le revenu brut. Si vous ne connaissez pas comment calculer le revenu brut, voilà comment calculer votre revenu brut. Ça, j'avais vu ça à une conseillère d'une banque. C'est elle qui m'avait expliqué ça, comment calculer rapidement le revenu brut. Maintenant, le revenu net, ça dépend de ta tranche d'imposition, tout ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ok, le but ici, c'est de vous éduquer. Pas de vous éduquer dans un sens parfait, parce que moi aussi, j'apprends. C'est de vous partager les peu de connaissances que j'ai pour que vous ne tombez pas dans certaines erreurs. Si vous vous apprêtez à venir au Canada ou que vous êtes déjà là, ça, ce sont des notions de finances personnelles que vous devez maîtriser. Maintenant, les ratios d'endettement, les ratios, ok? Les ratios d'endettement. Ok? On a les ratios. Si vous avez un ratio qui varie entre 0 et, disons, 20%, ça, c'est l'idéal.
Ok, lorsque vous allez calculer votre ratio, si vous êtes ici, ça c'est très bon. Vous avez, les banques aiment les gens qui ont ce ratio d'endettement. Ça veut simplement dire que vous savez contrôler vos émotions, vous savez gérer vos finances. Ok? Maintenant, il y a une autre braguette de ratio. Lorsque vous êtes entre 20 et 30% d'endettement, ça aussi c'est pas ça. Je dirais que c'est pas ça. Ok? Ici vraiment c'est pas ça. Mais lorsque vous êtes au-delà, votre ratio est au-delà de 30%, ça commence à être critique. Il y a des choses que vous devez voir dans votre façon de gérer votre argent. Lorsque vous êtes déjà au-delà de 30% d'endettement. Donc, l'exercice que je vais te donner aujourd'hui, c'est de faire ces calculs. Ok, c'est de faire ces calculs. Tu calcules ton ratio, tous les remboursements de dettes que tu as, divisé par ton revenu brut. Fais ces calculs et trouve ton ratio et tu vas déterminer à quelle situation tu te trouves. C'est très important de toujours contrôler. Si par exemple vous voulez acheter une maison au Canada, on va prendre, ça c'est un critère, on va également regarder ton crédit. Ce qu'on appelle le crédit score. Ça également sont des notions qu'on va aborder dans la prochaine vidéo, on va aborder ces notions. Donc, je t'invite à faire ce calcul et à regarder dans quelle situation tu es. Si tu es dans cette situation, c'est encore pas ça. Si tu es ici, il y a des changements qu'il va falloir que tu fais dans ta façon de gérer ton argent. Ok? Bon, maintenant, je fais également un lien ici avec, si vous êtes dans ces niveaux, à ces niveaux, si vous avez ces ratios, je connais des gens qui ont même des ratios de 50%. Mais ils ont ce qu'on appelle un plan pour rembourser. Un plan de remboursement. Ils ont un plan de remboursement. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai expliqué ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette. Il y a des gens qui sont dans cette situation, mais ils se sont endettés pour investir dans des actifs. Ok? Par exemple, j'ai un ami qui a un ratio d'endettement de près de 60%, mais il s'est endetté pour acheter une maison, un immeuble, qui chaque fin du mois rembourse les intérêts de la dette. Ok? Chaque fin du mois, lorsqu'il fait toutes les dépenses et les dépenses de l'immeuble et l'hypothèque de l'immeuble et le remboursement de l'intérêt du prêt. Je prends ici remboursement de l'intérêt du prêt. Ok? Lorsqu'il fait tous ces calculs, il rembourse l'intérêt du prêt. Mais à la fin du mois, il lui reste plus de 200 $ dans ses poches. Vous voyez ce que je dis? Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous avez investi dans un actif qui vous rapporte de l'argent, ben, vous allez rembourser l'intérêt de la dette. Maintenant, le capital, il faut également avoir une stratégie. Lui, sa stratégie pour rembourser ça, soit il vend l'immeuble, il fait un profit, il rembourse sa dette, soit il va utiliser une autre stratégie qu'on appelle le refinancement que je vais partager dans les vidéos qui arrivent. Il va rembourser la dette et il va conserver son immeuble. Comment est-ce que j'apprends tout ça? Je m'éduque financièrement. Je vais vers des gens qui font des choses. Si tu restes dans ton coin, tu ne dois pas avoir ces informations. Ok? Donc, le mot-clé ici, c'est formation, éducation. Et même dans les livres, il y a des choses que j'explique ici, vous n'allez pas voir ça dans les livres. Par exemple, vous allez voir beaucoup de livres qui parlent d'enrichissement. Et peu de livres parlent de la dette. Il y a peu de livres qui parlent de la dette. Comment, n'est-ce pas, éliminer les dettes, par exemple. Il y a peu de livres qui parlent de ça, mais il y a beaucoup de livres qui parlent d'enrichissement. Donc, maintenant, nous allons aborder les types d'endettement. Ok? Nous allons aborder les types d'endettement. Comment est-ce que les gens contactent les dettes? Il y en a plusieurs. Je vous invite à aller chercher des livres sur l'éducation financière. Il y en a plusieurs ouvrages qui en parlent. Donc, je vous invite à chercher des ouvrages qui parlent des finances personnelles dans le contexte canadien. Et le plus important, c'est l'habitude que vous allez
que vous allez développer en appliquant ces principes. Ok, on s'entend bien dans certains pays, vu que le système bancaire ne fonctionne pas comme ici, ça sera différent. Mais déjà le fait, par exemple, de maîtriser le comportement des achats compulsifs, ça c'est quelque chose qui peut t'aider partout où tu te retrouves dans le monde entier. Donc, les types d'endettement. Comment est-ce que les gens, quelles sont les origines, comment est-ce que les gens contactent la dette, ok? La première source, ce sont les cartes de crédit. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit, ce sont les éléments qui ont le plus grand taux d'intérêt. Je parle ici de 20, 19, parfois même à 25%, même 29%. Il y a les cartes de crédit à 29-30% d'intérêt. En intérêt. Ok? Ce sont les cartes de crédit. Je dis toujours, il y a toujours cette histoire. J'ai des amis, quand je suis arrivé ici, ils utilisaient les cartes de crédit pensant que c'est l'argent gratuit. Il y a un qui avait une limite peut-être à 10 000, je me rappelle bien en 2019. Lui, il l'utilisait, il pensait que c'est l'argent gratuit. Lorsque la banque lui a envoyé une lettre comme quoi il devait, le remboursement qu'il devait faire, il a commencé à faire 2, 3, 4 jobs. Et là, il est revenu sur terre. Ok? Ça paraît être l'argent facile. Si tu ne l'utilises pas bien, ça va, n'est-ce pas, te plonger dans l'endettement. L'autre élément aussi, c'est la marge de crédit. Ici, les taux d'intérêt sont plus bas. Par exemple, actuellement, les taux d'intérêt tournent entre 10 et 12, 13%. Ok? La marge de crédit, c'est de l'argent que la banque met à ta disposition sur ton compte qui, n'est-ce pas, te permet de pallier à des... La banque dit que c'est pour des imprévus dans la vie. Ok? Mais il y a des gens qui utilisent ça pour investir. D'autres utilisent cet argent pour investir. D'autres utilisent ça pour la consommation. Donc ici, bonne dette, ici, mauvaise dette. Ok? Il y a la marge de crédit, il y a le prêt personnel. Ok? Il y a le prêt personnel. Il y a le prêt auto, c'est-à-dire le prêt pour acheter une automobile. Il y a également les prêts étudiants. Il y a ce qu'on appelle les prêts hypothécaires lorsque vous prenez de l'argent pour acheter votre maison. Prêt hypothécaire. Il y a le prêt entre amis, prêt à des amis ou à la famille. Ok? Il y a des gens qui utilisent ces prêts, tous ces genres de prêts. Ok? Tous ces prêts, vous pouvez les transformer. Au lieu de l'utiliser par exemple pour un prêt personnel, un prêt étudiant, vous pouvez utiliser ça comme des bonnes dettes pour, n'est-ce pas, faire de l'argent. Mais bon, ça dépend de la situation. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une auto, je ne dis pas. Il y a des situations où vous avez vraiment besoin. Donc, c'est juste une idée. Donc, il y a le prêt ami. J'aimerais que vous compreniez quelque chose ici au Canada. Surtout nous qui venons d'Afrique, ok, qui avons la mentalité familiale, la mentalité d'amitié. Ici, prêt entre amis, prêt à la famille. Ok? Ici au Canada, lorsque tu fais le prêt à un ami, ça dépend. Tu peux faire le prêt si tu fais confiance à la personne. Tu lui fais le prêt, compte tenu, n'est-ce pas, de sa crédibilité, n'est-ce pas, la personne peut te rembourser. Mais si tu n'es pas sûr de la personne, tu peux faire le prêt à un ami ou à ta famille, à un membre de ta famille, devant un notaire. Je vais écrire notaire en rouge. Je vais écrire ici notaire en rouge. Je préfère le dire pour que vous sachiez. Si tu as un ami, je ne sais pas trop votre origine, votre amitié, et il vient te prêter de l'argent ou un membre de ta famille, et il est vraiment dans le besoin, mais tu n'es pas sûr qu'il va te rembourser, fais le prêt devant le notaire. Et fais le prêt devant le notaire, parce que s'il ne te rembourse pas, le notaire, avec le notaire, vous allez rédiger un contrat qui va donner les termes de remboursement et, n'est-ce pas, les garanties au cas où cet ami ou un membre de la famille ne te rembourse pas. Donc ça, c'est un point très important que je voulais noter ici entre parenthèses. Il y a des gens qui ont de l'argent et ils font des prêts devant les notaires. Par exemple, tu as besoin de l'argent, je ne sais pas trop, pour faire n'importe quoi. Tu viens me voir, j'ai de l'argent. Je dis, ok, je vais te prêter 10 000 $. Si la banque prête peut-être à 5%, moi je vais te prêter à 7%.
Pourquoi je te prête à 7%? Parce que chez moi, c'est facile. Quand tu vas prêter l'argent à la banque va te demander un tas de documents. La banque va regarder ta cote de crédit. La banque va regarder ton ratio d'endettement. Moi, je ne te demande pas tout ça. Vu que je prends le risque, je te prête à 7% et je demande des garanties. Dès que tu me donnes ces deux éléments, moi, je te prête l'argent. C'est un exemple que je prends. Que tu sois membre de ma famille, que tu sois un ami, je te prête l'argent, on va devant chez le notaire, signer un contrat. Si tu ne me rembourses pas, je saisis les biens qui sont mis en garantie. Et voilà. Donc, voilà les différents types des sources de prêts que vous pouvez, n'est-ce pas, avoir. Une fois de plus, vous pouvez les utiliser pour les transformer en bonnes dettes. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour rembourser la dette si vous êtes endetté. Si vous êtes endetté, je donne quelques conseils pour, n'est-ce pas, éliminer ou réduire vos dettes. Je répète encore, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas quelqu'un qui a les compétences pour faire. Il y a des institutions, des structures qui peuvent vous aider. Si vous êtes vraiment endetté, vous n'en pouvez plus. Ok? Mais je vais vous donner quelques solutions que ces gens utilisent. Okay? Lorsque vous avez la dette. Lorsque vous êtes endetté, la seule chose à faire, c'est de rembourser la dette. C'est de rembourser la dette tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous devez rembourser la dette. Je vais vous donner quelques solutions que les gens utilisent ici. Donc, la première, c'est par exemple, si vous avez une dette sur la carte de crédit, ok, carte de crédit, toutes les dettes que je viens de citer, vous pouvez faire ce qu'on appelle une consolidation de la dette. Consolidation de la dette. Alors, l'explication de ça, c'est très simple. Consolidation de la dette, ça veut dire quoi? Si vous avez plusieurs dettes, ok? Si vous avez plusieurs dettes avec plusieurs commerces, plusieurs banques, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rassembler toutes ces dettes-là et voir, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, vous avez une dette, 2, 3, et que lorsque vous faites la somme des taux d'intérêt, ça vous donne, par exemple, 20% que vous payez par mois. Vous pouvez regrouper tout ça en une seule dette et il y a des institutions financières, des banques qui vont vous dire, ok, moi je vais prendre toutes tes dettes là, tout ça, tu vas venir dans ma banque, tu viens dans ma banque et moi je vais consolider tout ça et je vais te appliquer ça. Dit la nouvelle banque que vous allez choisir, la nouvelle banque va rembourser toutes ces dettes, mais vous allez rembourser cette dette admettons que c'était 20 000, ok, que ces trois dettes c'était 20 000, ok, 20 000 $. La nouvelle banque rembourse cet argent à vos différents créanciers et elle vous dit, ok, sur les 20 000, vous allez avoir un compte bancaire chez moi et au lieu de payer 20%, vous allez payer 12%. Mais en un seul paiement dans la banque. Vous devez comprendre une chose, c'est que les banques sont en quête des clients. Le but des banques là, c'est que tu quittes la banque en face si tu viens chez elle. Vous devez comprendre ça, c'est comme ça que les banques fonctionnent. Si tu quittes la banque d'en face, tu viens chez elle, c'est ce qu'elles veulent. Donc, il y a des banques qui vont vous proposer ça. Une fois de plus, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous n'êtes pas quelqu'un d'engagé, peu importe, même si on vous donne à 5%, si vous avez des comportements d'achat impulsifs, vous allez toujours tomber dans la dette. Donc, le premier élément, c'est de travailler sur vos émotions. Ok? Il y a ce qu'on appelle, c'est ça, globalement, ce qu'on appelle consolidation de la dette. Une autre stratégie aussi, c'est que, j'ai dit tantôt que la carte de crédit, le taux d'intérêt ici est élevé. Ok? Intérêt, c'est élevé, alors que la marge, par contre, le taux d'intérêt est bas. Admettons ici que vous avez un taux d'intérêt à 19% et que vous avez une marge de crédit à 10%. Ok? Ben, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre l'argent sur votre marge, vous rembourser la carte de crédit. Ok? Admettons que vous avez 10 000 de dettes sur votre carte de crédit. Admettons, je prends un chiffon ici, 20%. Ok? 20%, au lieu de payer 20%, vous prenez l'argent sur la marge, vous remboursez la carte de crédit. Au lieu de payer 20% de 10 000, avec la marge de crédit, vous allez plutôt payer 10% de 10 000.
ok, vous allez plutôt payer 10%. Ça, c'est une autre stratégie. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il est conseillé de rembourser d'abord, de rembourser la carte de crédit, ensuite rembourser la marge. Lorsque vous avez un prêt sur la marge, il faut faire l'effort de la rembourser aussi. Parce que lorsque vous remboursez l'argent sur la marge de crédit, c'est de l'argent qui est disponible, vous pouvez l'utiliser. Je dis ça comme ça a l'air facile, mais dans la pratique, le mieux c'est que vous soyez au courant et voilà. Ça c'est la première méthode pour, n'est-ce pas, éliminer vos dettes. La deuxième, maintenant ça c'est pour les gens qui ont déjà, je sais pas, un actif. Vous pouvez vendre par exemple votre maison. Vous pouvez faire ce qu'on appelle vente de propriété de votre maison. Ok. Vous pouvez refinancer votre propriété. Cette notion, je vais aborder dans une série de vidéos que je suis en train de préparer sur l'investissement immobilier. Ok, ce sont les choses que j'ai faites. Je vais vous expliquer ça. Ok, la vente de la maison, il y a des conditions. Il y a ici des conditions. Le seul élément que je vais vous dire si vous voulez vendre votre propriété, c'est parfois il y a des frais, par exemple les frais de notaire, les taxes de mutation, tous les frais qui sont autour. Il faut vous rassurer que ces frais seront inférieurs au profit que vous allez faire. Par exemple, si vous avez une propriété, je prends toujours, je suis ici. Si vous avez une propriété, disons, vous la vendez, vous prévoyez faire, vous vendez à 150 000, ok, 150 000 $, et que les remboursements de prêts hypothécaires et autres, par exemple, ça va vous prendre 110 000 $. Il va vous rester 40 000 $. Maintenant, il faut vous assurer que tous les frais de notaire, taxes de mutation, intérêts, impôts, il faut vous assurer que ça soit inférieur à ces montants. Que ça soit inférieur à ces montants. Parce que si les frais qui sont autour dépassent ces montants, vous n'aurez plus rien ou presque rien pour rembourser votre dette. Donc, vous pouvez utiliser vente et refinancement. Il y a ce qu'on appelle le dépôt volontaire. Dépôt volontaire, ça veut dire vous allez à la cour, au tribunal, ok, et vous déposez un certain montant de vos revenus en fonction de ce que la loi dit. Vous remettez ça à la cour et c'est la cour, quand je parle de la cour, c'est le tribunal, qui va se charger de redistribuer ce montant à vos différents créanciers. Ok? À vos différents. Ils ont un calcul, n'est-ce pas, à ce niveau qu'ils vont faire pour déterminer le montant que vous allez verser en fonction de vos revenus. Ok? Il y a ce qu'on appelle ça dépôt volontaire. Je vous explique vraiment ça globalement parce que si je vais aller dans les détails, la vidéo sera très très longue. Déjà qu'elle est très longue. Et il y a un autre point ici qu'on appelle proposition de consommation. Proposition de consommation, c'est consommation au consommateur. Proposition de consommateur, voilà. C'est quelque chose. Consommateur, proposition du consommateur. Et la dernière, c'est la faillite. Faillite, ça veut un T. Dernière, c'est la faillite. Vous proposez de faire faillite. Ok? Vous remettez tout. Vous dites, ok, vous déclarez, vous avez fait faillite. D'accord? La proposition du consommateur, c'est simple. Vous décidez simplement, selon certaines conditions, d'arrêter de payer les intérêts sur votre dette et de déterminer également un certain montant que vous allez rembourser à vos différents créanciers. C'est aussi simple que ça. Donc, l'élément important, c'est que vous arrêtez de payer les intérêts. Donc, un point aussi élément à le faire ici, il y a des professionnels. Il y a des professionnels qui sont chargés de faire ce type de transaction entre quelqu'un qui doit et son créancier. Donc, c'est pas vous qui déterminez. Il y a des professionnels qui sont chargés de déterminer ce montant-là. Ben, la faillite, c'est simplement vous déclarer faillite. Vous dire, ok, je ne peux plus rembourser mes dettes, je ne peux plus rembourser. Mais attention, si vous faites faillite ici, à votre nom personnel, on peut saisir. Si vous avez pris des dettes, on peut saisir votre maison, on peut saisir. Il y a plein de choses qu'on peut saisir. Et dans certains cas, on peut ne pas saisir votre voiture. Si la voiture vous permet d'aller au travail, si la voiture vous permet de gagner un revenu. Donc, globalement, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à un maximum de personnes. Car ces éléments, on ne les apprend pas, on n'apprend pas ça à l'école.
Ok? On n'apprend pas ça à l'école. Ça, moi j'appelle, c'est l'éducation de la rue. Éducation de la rue. Ok? Ça, c'est l'éducation de la rue. Ce qu'on n'apprend pas à l'école, vous devez l'apprendre par vous-même. Et ce que vous apprenez par vous-même, moi j'appelle ça l'éducation de la rue. J'espère que vous avez aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ciao.